Quel secret cache l'épisode 3 de Knight of the Seven Kingdoms? Comme chaque semaine, voici mon analyse détaillée ainsi qu'un décryptage des nombreuses références au monde de Westeros dans cet épisode 3. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. L'épisode 3 confirme la proximité nouvelle entre Huff et Duncan, seulement quelques jours après leur rencontre avant le tournoi de Sandregué. Tout au long de l'épisode, on assiste à des scènes de partage entre le chevalier errant et son écuyer. Dunk enseigne à Huff les rudiments de la couture et se montre très fier lorsqu'il réussit son premier point. On les voit aussi tous les deux partager un repas autour de leur campement. À cette occasion, Huff imite Duncan qui lui montre comment casser un œuf pour faire une omelette, puis le pain qu'ils ont acheté est partagé équitablement entre eux. Un peu plus tard, on les voit tous les deux communier avec le reste du public face aux superbes joutes du jour, mais aussi se moquer gentiment l'un de l'autre. Ici, on voit bien cette relation fraternelle déjà très forte qui existe entre Duncan et Huff, au point d'ailleurs où Huff se permet de lui révéler un détail très intime concernant les poils qui lui poussent sous la ceinture. On voit aussi l'écuyer se moquer d'un Duncan sous le charme de Tancel, après qu'il s'est ridiculisé sur le marché. Vous noterez aussi qu'Huff prend très à cœur sa mission d'écuyer après les doutes qui étaient apparus à la fin de l'épisode 2. Il commence l'épisode 3 avec une session d'entraînement en compagnie de Tonnerre, le destrier de Duncan, mais il s'entraîne aussi lui-même à porter les armes de son chevalier. Le jeune écuyer est déterminé à ne pas embarrasser Duncan, mieux à lui prêter autant main forte que possible. Alors qu'ils partagent un moment seuls tous les deux, Huff insiste pour continuer à être l'écuyer de Duncan même après le tournoi, et on sent bien un Duncan attendri qui tient de plus en plus à son jeune écuyer. Il va très probablement lui promettre que si ses joutes se passent bien, il accepte de l'avoir à ses côtés pour la suite de ses aventures, mais il est coupé par l'intervention de Plummer. Toujours est-il que l'épisode 3 marque une véritable étape dans la relation d'Huff et de Duncan, qui ne sont plus des étrangers qui partagent un bout de route ensemble, ce sont des frères de substitution qui sont prêts à aller plus loin ensemble que Sandregué si l'aventure les appelle. Mais il y a un truc qu'Huff n'a jamais partagé avec Duncan jusqu'ici, et ça change dès la fin de l'épisode 3, c'est sa véritable identité. Et oui, car Huff n'est pas réellement un jeune garçon d'écurie, mais bien le dernier fils de Maekar Targaryen, Aegon, l'un de ses deux fils disparus. Il y a pas mal de signes avant-coureurs que je décrypterai à l'occasion d'une autre vidéo, mais la fin de l'épisode nous le confirme lorsque Huff prend la défense de Duncan face au garde Targaryen et son frère Aerion. Il annonce qu'il s'est coupé les cheveux car il ne voulait pas lui ressembler. Vous noterez l'épisode qui se conclut juste au moment de cette révélation, avec un montage et une musique qui accentuent ce coup de théâtre. Et après tout, on est dans le lieu parfait pour ce genre de parallèle, puisqu'on est quand même sous la tente des marionnettistes, donc le coup de théâtre, c'est parfait ici. À nouveau, la thématique de l'honneur est très mise en avant dans cet épisode 3 de Knight of the Seven Kingdoms, c'est notamment très présent dans la proposition que Plummer, le régisseur du tournoi, fait à Duncan. Vous avez noté comme moi qu'il commence sa présentation à Duncan en rappelant qu'ils sont tous les deux des hommes d'honneur. Il souhaite donc éclipser le côté louche de sa future proposition en partant du principe que c'est une discussion entre deux hommes d'honneur et que donc il est tout à fait logique qu'elle ne parle de rien de déshonorant. Pourtant, Plummer va lui proposer d'organiser un pari complètement truqué. Le seigneur Sandregué veut refaire une partie de sa fortune perdue en organisant le tournoi. Et pour ça, il a besoin de parier sur la victoire surprise d'un challenger contre son propre fils, Andro. Et ce challenger, il faudrait que ce soit Duncan. Après tout, le chevalier errant ne ressemble à rien, il sort de nulle part, il n'a pas un nom connu, tout le monde va parier contre lui, c'est évident, et placer son argent sur Andro. Mais si Sandregué place son argent sur Duncan et que Duncan réalise une victoire surprise, qui ne surprendra évidemment pas le seigneur puisque son fils fera exprès de tomber, eh bien il gagnera beaucoup d'argent. Évidemment, Duncan explique qu'il n'a pas envie d'une victoire qu'il n'aurait pas méritée, et là on voit bien que sa définition de l'honneur est bien différente de celle de Plummer et de celle des Sandregué. Là où c'est particulièrement intéressant, c'est que ce pari truqué pourrait faire tourner bien des têtes, puisqu'une telle victoire permettrait à un chevalier errant de gagner beaucoup d'argent sous la forme de la rançon du vaincu. Et on voit bien que Duncan y pense un tout petit peu lorsqu'il évoque auprès de Raymoon le fait que lui et Andro Sandregué sont plutôt sur un pied d'égalité. Mais juste avant, on voit Plummer attendre une réponse de la part de Duncan, et Duncan passe son chemin, le visage fermé, ce qui compte sans doute pour un refus. Tout le monde en tout cas n'a pas la même conception de l'honneur dans cet épisode 3. Raymond Fossavoy évoque son cousin, Stéphane, comme capable de défier des adversaires diminués. Il explique que son cousin est aussi valeureux qu'une fouine affamée, pour lui seul compte la gloire,
peu importe la méthode employée. Et c'est visiblement une conception de l'honneur que partage Aerion Targaryen. Lors de sa joute face à Humphrey Harding, il va intentionnellement frapper le cheval de son adversaire. Ici, l'honneur voudrait qu'il vise le cavalier plutôt que sa monture plus vulnérable, mais ça, Aerion n'en a visiblement rien à faire. Tout ce qui compte pour lui, ce n'est pas l'honneur, mais la gloire. Raymound nous apprendra par la suite qu'Aerion a tendance à se montrer plus chevaleresque lorsque son père Maekar est dans les parages. Dommage pour Harding, il n'était pas là à ce moment-là. Aerion montre en tout cas qu'il ne reculera devant aucun coup bas pour obtenir la gloire. Mais ce coup bas, le public ne l'apprécie pas du tout, si bien qu'un mouvement de foule doit être réprimé par les gardes de Sandreguet et les gardes Targaryens, alors que la garde royale est déployée pour éviter qu'Aerion ne soit pris pour cible. Ça n'empêchera cependant pas quelqu'un de lui lancer une tomate au visage, chais, comme on dit. En ce qui concerne son propre honneur et celui de sa famille, Aerion se montre cependant intransigeant lorsqu'il se croit bafoué par le spectacle des marionnettistes qui mettent en scène la mort d'un dragon. Et ça, Aerion ne le supporte pas. Il décide donc de réprimer les marionnettistes et de s'attaquer à Tancel, à qui il brise les doigts, sous prétexte qu'on ne met pas en scène la défaite d'un dragon. C'est là que Duncan débarque et se jette sur Aerion, et là on peut se demander si Duncan fait preuve d'honneur en frappant Aerion pour défendre des innocents, ou bien s'il laisse simplement exploser sa colère car celle qu'il aime est en danger. Peut-être un peu des deux, certes. Malgré tout, il est certain que Dunk s'est mis dans une situation très complexe par ce geste. Je voulais aussi noter que cet épisode 3 évoque la thématique de l'espoir. D'abord parce que Huff a l'espoir de rester l'écuyer de Duncan par la suite, mais aussi parce que Duncan a l'espoir de briller durant le tournoi, même s'il est très inquiet, au point d'en vomir toute la matinée. Mais il y a aussi cette chanson de Lionel Baratheon qui m'a particulièrement marqué. Bon, déjà parce que c'est le MVP Lionel qui chante, bien sûr, mais aussi parce que cette chanson est loin d'être anodine et raconte des choses sur nos personnages. Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, il s'agit d'une chanson paillarde qui évoque une certaine Alice qui n'avait que 3 doigts et qui vendait un certain type de plaisir que seule elle pouvait prodiguer du fait de sa particularité physique. Contre quelques pièces, elle proposait donc ses doigts dans le fondement de ses clients, et même s'il donnait peu, elle donnait tout de même 3 doigts. Quelle générosité, n'est-ce pas ? Alors cette générosité, c'est ça qui frappe Huff. Il demande à Duncan, n'est-ce pas là l'acte d'un esprit tenace, donner plus que ce qu'on demande ? Et tout de suite, l'emploi du mot tenace m'a fait penser à Harlan, dont on parle en ces termes dans l'épisode 2. Et ça m'a aussi fait penser à Duncan, qui, quelque part, s'inscrit dans une tradition de chevalerie honorable et généreuse qui n'attend pas spécialement grand-chose en retour, mais il y a certainement l'espoir qu'un jour quelqu'un lui rende. Et pour Huff, c'est ça l'espoir. Il s'arrête d'ailleurs sur le prénom d'Alice. Est-ce qu'elle s'appelait vraiment Alice ? Peut-être pas. Alors pourquoi ne s'appellerait-elle pas Espérance ? Car l'espoir appartient à tous ceux qui l'invoquent, nous dit Huff. Et de l'espoir, Duncan va en avoir besoin. Ce n'est pas pour rien qu'il s'intéresse tant au fait que la bonne chance de l'étoile filante lui soit destinée et pas aux autres. Vous noterez aussi la récurrence de la thématique du nom. Alice n'était sans doute pas son vrai nom, mais les bardes ont décidé de l'appeler Alice parce que c'est un meilleur nom pour lequel chanter. Et Huff se montre un peu choqué parce que pour lui, le nom a une importance, comme on l'a vu dans l'épisode 1. C'est ce qui nous permet de savoir qui est qui et ce qu'il est. Et là, j'ai trouvé ça particulièrement cool, c'est Duncan qui donne une réponse d'une grande sagesse. Peut-être que le nom n'importe pas, mais l'histoire de la personne en tant que telle. Et là, évidemment, on peut y voir un parallèle net avec Duncan. Il n'a pas de nom connu, mais il espère marqué par son histoire, par ses actes. Et c'est évidemment tout ce qu'on lui souhaite. En tout cas, il est plutôt en bonne voie, puisqu'en frappant un prince du sang pour défendre les innocents, il risque de faire parler de lui. En bien ou en mal, ça on verra, c'est une réponse qu'on nous donnera sans doute la semaine prochaine. Vous le savez, je dépends de mes soutiens pour rémunérer mes activités sur YouTube, alors si vous voulez donner un coup de main, pensez à rejoindre la chaîne YouTube, ou bien soutenez sur ma page Ko-fi ou Ulule. En contrepartie, vous obtenez mes vidéos en avant-première, ainsi que des vidéos en exclusivité. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent déjà. Qui dit nouvel épisode, dit nouveau décryptage des références, et cette semaine, j'ai encore noté plein de choses intéressantes. On commence par Huff qui parle à Tonnerre au début de l'épisode. Il explique au destrier de Duncan que son père Maekar lui a dit qu'il ne fallait jamais parler à un cheval parce qu'ils ne comprennent rien d'autre que la nourriture. Mais Huff, lui, il n'y croit pas. Et ça nous rappelle un autre personnage qui, lui, parle tout le temps à ses chevaux, c'est bien sûr Duncan, qu'on a vu dans la scène d'ouverture de l'épisode 1, en intense discussion avec ses 3 chevaux, au sujet de son avenir. On l'a aussi vu parler à pied de biche à plusieurs reprises avant de la vendre pour pouvoir s'acheter de l'équipement. Il a même calmé le cheval d'Aerion qui s'était cabré dans l'épisode 2. Et c'est même mieux que ça, Duncan semble plus à l'aise avec les chevaux qu'avec les humains, et les chevaux ont l'air d'être à l'aise avec lui. Voilà qui donne donc tort à Maekar. Au début de l'épisode 3, Huff rencontre un chevalier,
Qui est donc ce Robin Reisling? C'est un chevalier qui est connu pour sa combativité, même au détriment de sa propre intégrité physique, comme le montre la courte séquence de flashback où il se bat avec un bout de lance planté dans l'œil. Vous noterez aussi les armoiries de sa maison, une porte de chêne fermée. Dans la nouvelle, on sait qu'il a perdu un œil durant une joute 5 ans plus tôt, en 204 après Conquête, mais que ça n'a pas impacté son envie de participer à des tournois. D'ailleurs, durant le tournoi de Sandreguet de la nouvelle, Robin Reisling joute contre Léo Tyrell et perd son home, mais il continue quand même à se battre malgré les dangers qu'il encourt. Par esprit chevaleresque, Léo Lépine ne vise pas sa tête pour éviter de le tuer, mais il finit tout de même par le désarçonner. Dans la série, on comprend que Robin Reisling est un peu un illuminé, qui croit être le vaisseau terrestre du guerrier. Pour rappel, le guerrier c'est un des 7 aspects du dieu unique, l'un des 7 de la religion qui représente la force au combat. On le prie souvent pour avoir du courage et pour attirer la victoire. Dans l'épisode 3, Duncan apprend à Huff à coudre. C'est visiblement une compétence qu'Egon n'a jamais développée dans son apprentissage au Donjon Rouge. Pourtant, un chevalier errant, lui, a bien besoin de ce genre de talent, car il vaut mieux savoir accommoder ses affaires lorsqu'on n'a pas d'argent pour payer quelqu'un pour le faire à sa place. Notez aussi les paroles de la chanson qu'entonne Huff lorsqu'il taille du bois sur l'orme de leur campement. Il évoque les princes Baelor et Maekar, mais aussi un certain Daemon. Il s'agit ici à nouveau d'une référence à la première rébellion Feu Noir, où Daemon Feu Noir, un bâtard du roi Aegon IV, s'est déclaré roi et a été battu au sud de Port-Réal par les forces loyalistes. Huff chante que l'herbe devient rouge quand on tue des rebelles, c'est une référence claire au champ d'herbe rouge où la bataille finale a eu lieu et où Daemon Feu Noir et ses 2 fils aînés sont morts. Notez aussi la référence au fait que le marteau a écrasé le bâtard, c'est un clin d'œil à la manœuvre employée par Maekar et Baelor pour écraser l'adversaire, une manœuvre appelée le marteau et l'enclume. Dans les livres, on dit qu'il existe une chanson nommée le marteau et l'enclume pour célébrer les hauts faits de Maekar et de Baelor, mais on n'en connaissait pas encore les paroles, c'est désormais chose faite. Et vous noterez d'ailleurs que la chanson est paillarde, mais qu'à chaque fois qu'Huff s'apprête à dire un gros mot, il est remplacé par un autre mot qui rime de la même manière. Au moment où les joutes démarrent, on voit 2 chevaliers qui se jettent l'un sur l'autre dans une bataille impressionnante. On reconnaît le blason de Humphrey Harding à droite et les couleurs jaune et noire des armoiries de Humphrey des Essaims. Dans la nouvelle, cette joute a bien lieu et est clairement un des souvenirs importants du tournoi car les 2 Humphrey ont brisé pas moins d'une douzaine de lances, fait exceptionnel à tel point qu'on a appelé leur duel la bataille des Humphrey. A noter pour l'anecdote que Humphrey des Essaims et Humphrey Harding sont beaux-frères par alliance. Humphrey Harding, de son côté, s'illustre durant le premier jour du tournoi, en battant pas moins de 14 chevaliers. C'est aussi pour ça qu'Aerion décide de le défier, histoire de lui donner une leçon macabre comme on l'a vu. Autour d'Elys, on peut voir représenter de nombreuses armoiries. Quand Humphrey Harding va s'installer, on voit la truite de la maison Tully, les roses de la maison Tyrell, mais aussi la tente de Lionel Baratheon au fond, ainsi que la pomme des Fossauvois sur la tente à gauche. Un peu après, on voit aussi la bannière des Hightower. Avant ça, on peut aussi voir le chevalier vaincu par Andros Sandreguet. Il porte sur son bouclier un mouton dans un calice. Alors je connais pas ces armoiries spécifiques, mais elles me font beaucoup penser à celles de la maison Castelfoyer, qui représente traditionnellement un agneau blanc tenant un gobelet d'or sur champ vert. Est-ce que c'est une réinterprétation de cet emblème, ou bien est-ce que c'est une toute autre maison? Je n'ai pas la réponse à cette question. Un truc à noter d'ailleurs, c'est que dans la nouvelle, les 2 fils Sandreguet perdent dès leur première joute. Andro contre Tybolt Lannister et Robert contre Lionel Baratheon. La nouvelle n'aurait donc pas laissé la possibilité d'instaurer un pari truqué avec Duncan, mais ça reste assez malin en termes d'enjeu pour Duncan, comme je le disais. D'ailleurs, le contexte de ce duel a beaucoup de sens. Comme l'explique Plummer, le seigneur Sandreguet a beaucoup trop dépensé pour l'anniversaire de sa fille, et il a besoin de se refaire. C'est malin parce que l'hiver vient de passer et les troupeaux de Sandreguet ont grandement réduit. Ce n'est donc peut-être pas le meilleur moment d'organiser de telles célébrations qui coûtent énormément d'argent, et c'est le but aussi pour montrer la puissance et la richesse d'une maison. Mais bon, à l'évidence, Lord Sandreguet n'avait pas tout à fait les reins assez solides pour ça a priori. C'est d'ailleurs l'occasion de faire un peu le point sur qui est qui dans la maison Sandreguet. Il y a évidemment le seigneur Sandreguet, dont on ne connaît pas le prénom, ni dans la série, ni dans les livres. Le seigneur a 3 enfants, 2 fils, Andro et Robert, qui participent au tournoi dans la nouvelle, mais sont éliminés dès les premières joutes, comme je le disais, et il a également une fille, nommée Gwen dans la série, tandis que dans la nouvelle, on la nomme simplement la Jante Demoiselle. A noter que c'est à l'occasion de son 13e anniversaire que le seigneur organise le tournoi. Dans une conversation avec Huff, on entend pour la première fois parler du père de Duncan. Il nous explique à nouveau qu'il ne l'a jamais connu et qu'il a donc vécu comme orphelin à Cupucier, à Port-Réal.
Duncan annonce qu'il n'est d'ailleurs pas impossible qu'il ait vu son père pendu à un moment ou à un autre de sa vie, car il aurait été un voleur. Dans les livres, on sait que Duncan pensait que son père était sans doute un criminel, mais les sources officielles ne précisent pas spécialement quel genre de criminel il aurait été. Dans les livres en tout cas, Duncan a un espoir de le retrouver peut-être un jour, au mur, mais on ne sait pas s'il y est allé un jour pour en avoir le cœur net. Invité sous la tente des Fossauvois, Duncan se voit proposer du cidre. On rappelle que les Fossauvois ont pour emblème une pomme rouge, qu'on voit d'ailleurs bien sur le pilier du pavillon de la maison, mais ils sont aussi établis à cidre, ce qui évoque bien leur occupation principale, n'est-ce pas? Raymond précise d'ailleurs qu'ils le fabriquent eux-mêmes, histoire d'être bien clair sur la question. Raymond en profite pour préciser à nouveau que son cousin n'est pas un homme d'honneur, il explique qu'il compte s'attaquer à n'importe quel chevalier qui serait diminué le lendemain. Déjà dans l'épisode 1, il racontait que Stephen aimait chahuter, voire blesser les chevaliers à l'entraînement pour avoir de meilleures chances de l'emporter durant les joutes. Voilà qui nous rappelle que les deux cousins Fossauvois ne s'aiment pas du tout. Raymond Fossauvois fait part à Duncan de ses opinions très anti-Targaryen, ce qui me permet de vous expliquer pourquoi il y a une défiance du règne de la dynastie du dragon en ce moment à Westeros. Déjà, il y a un truc qu'il faut bien savoir, c'est que ça fait plus de 50 ans que les dragons ont disparu à Westeros, et déjà à l'époque, ils étaient devenus rachitiques. Et on peut se poser la question, un Targaryen sans dragon, c'est quoi au final ? C'est juste un seigneur de plus qui a certes les cheveux argentés. En plus de ça, les Targaryens ont une tradition de mariage et de relations incestueuses qui n'a jamais été acceptée comme le montre bien Raymond. Et enfin, durant la conquête d'Aegon et la danse des dragons, de nombreuses terres ont été incendiées et ça, les nobles ne l'ont pas oublié. Tout ça explique pourquoi, à ce moment dans l'histoire de Westeros, les Targaryens font face à autant de défiance. Sous la tente Fossauvois, Raymond nous parle des 4 enfants de Maekar. Daeron est un imbécile, Aerion est vaniteux et cruel, et le troisième est tellement inutile qu'ils l'ont envoyé à la citadelle pour en faire un maître. C'est l'occasion pour moi de vous expliquer qu'Aemon Targaryen est un personnage connu des spectateurs de Game of Thrones. Et oui, il n'est autre que le fameux maître Aemon de Castle Black dans la série principale. À l'époque du tournoi de Sandregué, il n'a que 11 ans, car il est né en 198 après Conquête, et comme Maître Aemon a vécu très vieux, plus d'une centaine d'années, c'est un des seuls personnages à pouvoir prétendre vivre aussi bien durant Night of the Seven Kingdoms que durant Game of Thrones. Est-ce qu'on le verra dans la série spin-off à un moment ou à un autre? Ça c'est moins sûr, car la citadelle c'est quand même sacrément loin de Sandregué. Je suis sûr que vous vous demandez pourquoi Aerion a tant pris à cœur ce simple spectacle de marionnettes. Il faut bien voir qu'ici, durant le spectacle, les marionnettistes mettent en scène la mort d'un dragon tué par un chevalier. Alors en soi, ça paraît assez inoffensif pour n'importe qui, mais pas pour Aerion. Pourquoi? Comme je vous le disais la semaine dernière, Aerion Targaryen s'imagine être un dragon sous forme humaine. Il prend donc tout à fait personnellement le fait que les humains mettent en scène la mort d'un dragon. On rappelle aussi que le dragon est l'emblème de la maison Targaryen, et qu'on peut imaginer que la mise en scène de sa mort, c'est quelque part imaginer la fin du règne de la dynastie à Westeros. Et c'est très clair en tout cas dans ce que dit Aerion à Duncan, le dragon ne doit pas perdre. Et c'est pour ça qu'il a agi comme ça. Quoi qu'il en soit, il a son statut social pour lui, il est prince du sang, il a donc très probablement raison, entre guillemets, d'avoir agi ainsi, et Duncan tort de l'avoir frappé. Ouais, vous avez bien compris, Duncan est dans de beaux draps, et on va voir ça la semaine prochaine. J'ai noté un certain nombre de différences mineures dans l'épisode 3 par rapport à la nouvelle. Pour commencer, on peut citer le fait que la série adopte une certaine sobriété concernant le casque et le bouclier d'Aerion Targaryen. Dans la nouvelle, on nous explique qu'Aerion le Flamboyant a un bouclier avec un dragon à 3 têtes de 3 couleurs différentes. Mais ici, le bouclier a un dragon doré plus simplement. Même chose pour le casque et l'armure du cheval, qui sont censés représenter des flammes dans la nouvelle. Ici, on est sur quelque chose de noir, sans trop de fioritures, même si les flammes sont bien représentées dans la sculpture du casque. Mais le gros des différences de l'épisode 3 sont en réalité des ajouts, qui viennent étoffer la série par rapport à la nouvelle de George R.R. Martin, sans pour autant dénaturer l'adaptation ni l'image globale de l'original. J'aime particulièrement l'idée d'ajouter la proposition du pari truqué entre Plummer et Duncan, déjà parce que ça permet de voir un peu plus Plummer, mais aussi parce que ça nous ramène aux enjeux qui tiraillent Duncan. D'un côté, il y a l'honneur du chevalier qu'il perdrait s'il acceptait une telle proposition, mais de l'autre, il y a aussi l'argent que ça représente. S'il accepte, il s'assure un certain niveau de vie pendant un moment, et ça, pour un chevalier désargenté, c'est quand même pas rien. Le fait qu'il choisisse de refuser montre bien quelle personne est Duncan. J'ai noté aussi l'ajout de la scène de l'entraînement entre œuf et tonnerre, qui vient donner suite à ses doutes de l'épisode 2. C'est d'ailleurs la seule scène depuis le début de la saison qui n'adopte pas rigoureusement le point de vue de Duncan.
La scène avec Robin Reisling n'existe pas non plus dans la nouvelle, tout comme il n'est pas fait mention non plus de sa supposée folie et du fait qu'il se considère comme l'avatar du guerrier. Globalement, toutes les scènes de tendresse entre Huff et Duncan sont des ajouts bien sentis de la part de la série. Je note aussi que le fait que Duncan vomisse toute la matinée avant sa supposée entrée en lice n'existe pas non plus, mais ça vient à nouveau montrer à quel point Duncan est inexpérimenté et peut ressentir du trac face au danger qu'il court. Concernant Aerion, la série suit rigoureusement la scène de sa joute contre Humphrey Harding jusqu'à la mort de son cheval. Par contre, elle ajoute que le peuple est très mécontent vis-à-vis de son geste et qu'un début d'émeute doit être contenu par les gardes de la ville et la garde royale. La série se permet aussi d'ajouter un dialogue anti-Targaryen dans la bouche de Raymond Fossavoy, et je trouve que c'est une bonne manière de montrer que la période est tout à fait différente de celle de la Danse des Dragons, où leur règne est sans partage. Enfin, dernier ajout notable de cet épisode 3, la petite scène de la diseuse de Bonaventure, mais j'en reparlerai dans la section spoiler juste après. Il y a aussi l'invention des 2 chansons que j'ai mentionnées tout à l'heure, celle du marteau et de l'enclume est vraiment cool car elle vient apporter de la matière là où on savait qu'il y avait une chanson dans l'univers, mais on n'en connaissait pas encore les paroles, j'ai trouvé ça super. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup tous les ajouts qui ont été faits dans cet épisode 3 de Knights of the Seven Kingdoms. Vous voulez discuter de Game of Thrones et de son univers avec des fans, mon serveur Discord est fait pour ça. On y discute des séries, des livres et de plein d'autres choses, alors rejoignez-nous. Maintenant, on va évoquer des spoilers avec les lecteurs de la nouvelle, donc si vous n'avez pas lu Le Chevalier Errant, on se quitte ici pour aujourd'hui, n'oubliez pas le like, l'abonnement et le commentaire avant de partir. La séquence entre Robin Reisling et Huff au début de l'épisode 3 est un ajout, comme je le disais, mais c'est aussi un clin d'œil furtif à la suite des événements. Quand le chevalier dit à Huff que personne n'a entendu parler de Sir Duncan le Grand, Huff lui répond « Vous verrez ». Là tout de suite, c'est une manière de montrer que le jeune écuyer croit en son chevalier, bien sûr, mais pour nous les lecteurs, c'est aussi un clin d'œil au superbe destin que le chevalier errant va connaître aux côtés d'Huff, alias Aegon V. D'ailleurs, on peut voir un autre énorme clin d'œil au travers de la diseuse de Bonaventure, qui très clairement vient donner une prophétie à Duncan et à Luff. Elle dit à Duncan qu'il connaîtra un grand succès, et ça pour le coup c'est bien réel, puisqu'il deviendra ce qu'il a toujours rêvé d'être, un véritable chevalier, et surtout à terme, un membre de la garde royale. Elle lui annonce aussi qu'il sera plus riche qu'un Lannister, et ça pour le coup je sais pas si on le sait dans les sources officielles, ou si c'est un élément de la prophétie qui est censé s'avérer faux. Vous me direz ça évidemment dans les commentaires, avec une balise spoiler juste au tout début de votre commentaire. Quant à la prophétie d'Huff, elle lui annonce qu'il sera roi, et vous savez tous qu'il le deviendra sous le nom d'Aegon V en 233 après conquête, soit 24 ans après les événements du tournoi de Sandregué. La diseuse de Bonaventure lui explique aussi comment il mourra, dans un feu brûlant, ce qui est tout à fait vrai également, car Aegon V meurt en 259 après conquête, dans l'incendie de l'Estival en compagnie de Duncan. La diseuse lui annonce également que tous ceux qui le connaissent se réjouiront de sa mort. C'est sans doute une référence au fait que les nobles n'apprécient pas les décrets d'Aegon V, donnant liberté, droit et protection au petit peuple. Avec sa mort, ces décrets disparaissent et les nobles en sont sans doute ravis. Notez que c'est la 3e fois que la série fait référence à la tragédie de l'Estival. Dans l'épisode 1, il y avait un petit clin d'œil discret dans les flashbacks où Harlan frappait Duncan pour ses bêtises. Dans l'un d'eux, on le voyait puni avec à l'arrière-plan un incendie agricole qu'on imagine que Dunk avait causé. Et dans l'épisode 2, on voyait aussi Huff être sacrément intéressé par les effets pyrotechniques de Tancel et des marionnettistes. Le fait que le jeune Huff soit intéressé par comment faire du feu est un clin d'œil à la manière dont il mourra bien des années plus tard. C'est aussi un des trucs que j'apprécie dans cette série, c'est qu'elle ne fait pas simplement l'effort d'être une bonne adaptation fidèle, mais elle ajoute aussi des petits détails concernant ce qu'on sait déjà de ces personnages et de leur futur, perso j'adore. Voilà pour mon décryptage complet de l'épisode 3 de Knights of the Seven Kingdoms. Est-ce que j'ai raté des trucs? Donnez vos analyses dans les commentaires et indiquez si elles contiennent des spoilers. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour des théories sur le trailer de l'épisode 4, et je vous laisse avec cette vidéo pour rester dans le thème de Knights of the Seven Kingdoms.